Suivant et pour Sylvie Germain, je vous donnerai la parole de toute façon. Alors pour Annick Trancard, on a aussi beaucoup communiqué ensemble. Elle fait partie des personnes qui m'ont permis une assez importante acculturation dans le domaine de la réglementation, ce qui n'est pas si simple à aborder. Annick est pharmacienne, ça fait 15 ans qu'elle travaille dans la medtech et qui maintenant a des responsabilités très importantes au niveau du SNITEM, puisqu'elle est la directrice de l'accès au marché. Et le SNITEM, c'est la plus grande organisation professionnelle qui entoure les dispositifs médicaux. Voilà, la parole est à vous. Merci Jean-Claude. Bonjour à tous. Merci à l'Académie. Merci à l'Académie nationale de chirurgie pour cette invitation et les échanges qu'on a eus tout au long de l'année concernant ce merveilleux sujet de l'accès au marché des technologies médicales. Donc, je vais tâcher rapidement de vous présenter la vision de l'ensemble des adhérents que nous représentons, donc plus de 550 adhérents de l'industrie des technologies médicales. Et donc, l'industrie des technologies médicales, ça va des startups jusqu'aux gros industriels. Donc, il y a une hétérogénéité des technologies médicales que vous connaissez bien au sein de vos structures hospitalières ou cliniques. Et on a cœur à représenter l'ensemble de ces industriels avec la difficulté de cette hétérogénéité, parce que quand on parle de dispositif médical, on parle de dispositifs invasifs, implantables, utilisés au bloc opératoire, on parle de briques digitales au cœur du domicile du patient, mais au sein de vos blocs opératoires également. Et comment on fait pour accompagner toutes ces innovations et les intégrer dans un système de soins? Comment on fait pour les évaluer et comment on fait pour rendre dynamique notre système pour intégrer toutes ces innovations? C'est vraiment le sujet d'aujourd'hui. Donc rapidement, c'est ce que je viens de vous présenter. Aujourd'hui, la valeur du dispositif médical, et je remercie Monsieur Zaccherini de l'avoir mentionné, les technologies médicales, elles interviennent à tous les stades de prise en charge des patients. Donc il n'y a pas que le médicament. Je parle à des connaisseurs, mais sachez que dans le système dans lequel on évolue, il y a encore de la méconnaissance sur ce que c'est que toutes ces technologies médicales qui soignent, donc du dépistage au diagnostic, au traitement, jusqu'à l'amélioration de la qualité de vie et le suivi. Et puis, les DM, ils accompagnent, ils optimisent l'exercice des professionnels de santé, que ce soit en ville ou à l'hôpital. Et puis, ce qu'on voit aussi, ce qui est très nouveau et ce qui est en train d'évoluer, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de technologie médicale, on arrive souvent et on est face à une innovation qu'on appelle organisationnelle. C'est-à-dire que vous allez, grâce à ces dispositifs médicaux, cette application au sein des blocs opératoires ou au cœur de la vie du patient, changer profondément le parcours de soins du patient et l'organisation même de son soin. Et donc, en fait, on est face à des problématiques de prise en charge qui sont très différentes du médicament et qui sont d'autant plus importantes dans le dispositif médical. Un dispositif médical qui arrive avec une innovation de rupture, c'est très rarement uniquement une innovation, je dirais, clinique. Il y a un profond impact sur la manière d'opérer, sur la manière d'organiser le soin du patient. Et c'est là-dessus aussi que tout le système doit pouvoir évoluer et intégrer ces innovations qu'on appelle organisationnelles. Donc rapidement, je rentre dans la technique parce que c'est important. Pourquoi aussi les technologies médicales, et puis je ferai un focus sur l'hôpital parce que c'est ce qui nous intéresse, c'est qu'aujourd'hui, pour que on ait une prise en charge globale d'un dispositif médical, il y a plusieurs des modèles de financement qui existent, qui doivent pouvoir être intégrés. C'est-à-dire que vous avez les modalités de tarification utilisées au sein des structures hospitalières, donc les fameux GHS. Vous avez des dispositifs médicaux qui sont financés via ces tarifs d'hospitalisation. Vous avez des actes techniques
pour les professionnels de santé en ville et à l'hôpital. Et vous avez la liste des produits et prestations remboursables, donc à l'hôpital, ce qu'on appelle la liste en sus de produits financés en plus de ces tarifs d'hospitalisation. Et donc, quand on parle de financement d'une technologie médicale, on parle en fait de la capacité du système à intégrer l'ensemble de ces volets de financement. Un exemple, si vous financez correctement un industriel, une entreprise sur un dispositif médical implantable, mais que à côté, le tarif d'hospitalisation n'est pas suffisant pour prendre en charge le patient au sein des structures hospitalières, ou que le médecin dans le privé n'est pas suffisamment rémunéré pour son acte technique, c'est vraiment l'ensemble de ce système qui doit pouvoir être fluide pour intégrer réellement ces innovations. Et donc, nous, représentants des technologies médicales, on a cœur à faire en sorte que, dans un objectif d'intégrer ces innovations dans le système, c'est vraiment l'ensemble du système qui doit pouvoir être fonctionnel. Donc, système tarification hospitalière, acte technique et prise en charge pour les apporteurs de solutions et les entreprises. Donc, si on résume un petit peu, nous, ce qu'on porte et ce qu'on a porté cette année, notamment dans le cadre du Conseil stratégique des industries de santé, dans le cadre des discussions avec le Comité économique des produits de santé, et puis tous les acteurs qui sont partie prenante dans toutes ces questions de financement. Comment on pourrait optimiser la prise en charge des soins sur les 3 modèles pour renforcer l'accès et la diffusion des innovations. Déjà, en premier point, et je suis certaine que en tant que chirurgien, ça va vous parler, c'est une révision transparente et adaptée de la nomenclature des tarifs d'hospitalisation, des GHS, et de leur montant pour intégrer ces innovations. Aujourd'hui, on a un système qui ne s'adapte pas naturellement à la prise en charge de l'innovation et à l'arrivée des innovations dans nos structures hospitalières. Et donc, on arrive dans des situations où nous, on le voit en tant qu'entreprise, ou en tout cas entreprise qu'on représente, les structures hospitalières ont énormément de mal à intégrer ces structures, ces innovations coûteuses, énormément de mal dans un système de tarification hospitalière tel qu'on le connaît, à intégrer ces innovations dans les structures de soins, dans les blocs opératoires. Donc des choix doivent être faits et il faut qu'on arrive à trouver des solutions pour adapter ces tarifs d'hospitalisation correctement pour intégrer l'ensemble de ces innovations qui arrivent dans vos blocs opératoires notamment. Ensuite, et M. Zaccherini en parlait également, c'est un système de gestion dynamique de la liste des produits et prestations remboursables à l'hôpital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des listes de produits qui sont financés en sus des tarifs d'hospitalisation. Il y a une vraie réflexion à avoir sur, globalement, un dynamisme de produits qui ne sont plus si innovants, qui pourraient être réintégrés de manière adapté dans les tarifs d'hospitalisation, je dis bien adapté et en concertation avec les entreprises, c'est un point qui est très important pour nous, mais pour du coup laisser la place à des innovations et une intégration sur ces listes qui à l'origine étaient vraiment uniquement pour les dispositifs innovants, coûteux, qui déséquilibraient les tarifs d'hospitalisation. Donc il y a vraiment un dynamisme à trouver entre ces tarifs d'hospitalisation qui doivent évoluer et une liste des produits et prestations remboursables aussi qui doit pouvoir être dynamique. Un point également qui nous tient à cœur depuis des années et on espère que cette année fera changer les choses, notamment dans le cadre des discussions qu'on a eues avec le CSIS, c'est améliorer le process de création et tarification des actes associés à un dispositif médical, y compris une solution numérique. Aujourd'hui, on a un certain nombre de points, donc le dispositif d'évaluation et d'inscription sur un certain nombre d'étapes et hautement dysfonctionnel et peu transparent. Et on se rend compte qu'on a des actes techniques, notamment chirurgicaux, mais aussi en ville, qui sont en souffrance et qui bloquent l'accès à l'innovation des technologies médicales qui sont directement, avec ce triptyque, impliquées
dans ces créations d'actes. Donc on a fait un certain nombre de propositions pour pouvoir instruire l'ensemble des demandes déposées, parce qu'il y a un temps d'instruction qui est aujourd'hui long, et on a vraiment bon espoir que les nouvelles dispositions sur le process de dépôt de dossier pour un acte jusqu'à la tarification soient rendues beaucoup plus fluides avec un certain nombre de propositions qu'on a pu faire. Également, je vous le disais, c'est se servir aussi du dispositif médical comme levier d'efficience et du coup arriver à développer des nouveaux modèles de paiement à la qualité dans le parcours de soins. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à intégrer une régulation qui va reposer sur la pertinence et une meilleure organisation des soins, ce qui aujourd'hui peut être fait sur certains pilotes, mais qu'on recommande clairement de déployer. Et puis, tout un tas de propositions sur la protection de l'innovation, du point de vue d'une entreprise, pour favoriser son développement. C'est-à-dire s'assurer que les règles du jeu pour une entreprise qui va s'engager dans du développement clinique pour prouver la valeur d'un dispositif par rapport à l'existant pour une catégorie de patients donnés, et bien que les règles du jeu soient claires également en termes de tarification. C'est-à-dire que des innovations de rupture qui arrivent sur le marché doivent avoir des prix supérieurs, c'est-à-dire que par rapport à l'existant, pour pouvoir inciter aussi les entreprises à investir et à se déployer sur le volet de l'évaluation. Également un travail des critères d'appel d'offres, donc au sein des structures, qui vont permettre de diffuser des innovations de qualité avec des critères qui doivent être revus et pas uniquement basés sur le prix. Des points techniques, je ne rentrerai pas dans les détails sur des mécanismes de clauses de sauvegarde qui sont des clauses en cas de dépassement de taux de croissance de la liste des produits et prestations remboursables qu'on porte également. Voilà ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si vous avez des questions. Il y a des sujets assez techniques. Et je pense que... Oui. Juste pour finir, les discussions qu'on a pu avoir, on a je pense, beaucoup de sujets communs qu'on est capable de porter, parce que nous, indirectement, quand il y a des blocages de financement au sein des structures, c'est les entreprises qui n'arrivent pas à intégrer leurs innovations dans le système. Donc, indirectement, on ne peut pas faire sans un accompagnement des problématiques que vous rencontrez au sein des structures. Merci beaucoup. Je pense que c'était pour nous un moment important de rencontrer le SNITEM, les syndicats, les autres industriels et toutes les personnes qui s'occupent de cette réglementation et qui travaillent. Je vous avais posé une autre question, mais vous avez à peu près répondu. C'est de savoir quels sont les liens qu'on peut tisser pour essayer d'avoir une convergence sur et de ne pas perdre le contact en permanence, je veux dire, sur cette politique et surtout ces décrets qui vont vraiment sortir maintenant, puisqu'avec l'Agence de l'innovation, il y a une transformation, à mon avis, importante, et qu'on puisse rester en contact tous ensemble pour y voir clair. Je crois qu'il y a des questions. Oui, je voulais vous poser une question sur on sait comment sont organisés le tarif des actes. On sait que les tarifs des GHS changent tous les ans. Tout à fait. Et vous pouvez nous expliquer qui fixe le tarif des GHS et quelle est la concertation ? Alors, le tarif des GHS, il est analysé sur la base d'un nombre d'établissements représentatifs, ce qu'on appelle l'échelle nationale des coûts. Donc vous avez certains établissements qui intègrent une vraie comptabilité analytique, GHS par GHS, sur les coûts réels d'hospitalisation moyens. Et ensuite, l'agence technique d'information sur l'hospitalisation récupère l'ensemble de ces informations et analyse les coûts moyens. Et puis ensuite, il y a des tarifs qui sont publiés. Alors, la différence entre les coûts et les tarifs, il y a plusieurs sujets et on pourrait passer toute la séance sur cette question. Il y a déjà des volontés politiques de favoriser, par exemple, l'ambulatoire. Donc, il va y avoir certaines années, comme on l'a vu, des tarifs journaliers,
par exemple, qui sont incitatifs pour les établissements à favoriser une date d'entrée égale à une date de sortie avec un financement plus important pour l'ambulatoire, par exemple. Donc là, il y a volontairement une volonté politique et une différence entre le coût et le tarif initial. La problématique de l'échelle nationale de coût, c'est que quand vous avez une innovation qui est intégrée dans un ou deux établissements à l'échelle nationale de coût, en fait, la proportion d'établissements n'est pas suffisante pour correctement revaloriser la tarification hospitalière. Et là, on rentre dans le cœur du problème, c'est-à-dire que l'analyse quantitative sur les coûts décomposés de l'échelle nationale de coûts n'est probablement pas suffisamment fine. Et encore une fois, je n'ai pas la solution aujourd'hui sur la manière de faire, mais il faut qu'on réfléchisse collectivement à la manière de faire rendre visibles ces innovations coûteuses au sein des structures hospitalières intégrées dans les tarifs d'hospitalisation qui aujourd'hui n'apparaissent pas dans vous nous passionnez, mais il y a beaucoup de questions qui ont... Pardon de vous interrompre un tout petit peu, mais c'est pour faire allez-y, parce que sinon circuler. Je continue, hein. Vous pourriez continuer, j'ai l'impression. Alors, il y a au moins 3 intervenants. Il y a d'abord Jean-Pierre Rosenbaum, qui est ophtalmo, hospitalier, et qui va vous interroger. Alors, la question est simple. Comment se situe la chaîne décisionnelle, puisque vous êtes représentante, vous êtes le syndicat des industriels, il y a le gouvernement, enfin les instances, et puis en bas, il y a les innovateurs, les chirurgiens et autres. Comment vous situez-vous par exemple, à partir du moment où un chirurgien ou une équipe a une innovation, donc comment ça se passe pour que vous aboutissiez justement à faire intégrer dans les coûts. Il y aura peut-être M. Carbonel qui va vous raconter un peu la chaîne de décision par rapport à ça. Tout à l'heure. Alors, c'est une question passionnante mais compliquée. En réalité, nous, on essaye au sein du SNITEM, parce qu'on représente l'ensemble des adhérents, de se faire le meilleur porte-parole possible sur les sujets généraux apportés auprès des instances, que ce soit la Haute Autorité de Santé pour l'évaluation ou les administrations. Donc, le volet clairement entre, en tout cas sur de l'innovation ou de l'idée d'un chirurgien au sein d'un bloc opératoire jusqu'au développement, je pense que Benjamin pourra peut-être aussi en parler, c'est clairement dans la main en tout cas de nos adhérents. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on discute justement sur les sujets apportés plus haut qu'on a en commun, et le sujet de réactualisation des tarifs d'hospitalisation est, à notre sens, au cœur des questions d'innovation à l'hôpital. Notre vice-président, Pascal Reichmann, urologue, Toulouse. Bonjour madame. Vous posez aussi une question. En matière d'accès au remboursement d'une innovation, vous n'avez pas évoqué, je suis sûr que vous le connaissez, le forfait innovation qui existe depuis une dizaine d'années, qui a fait dans une certaine mesure la preuve de son intérêt, du cercle vertueux que vous évoquiez tout à l'heure, c'est ce rouage, puisque le remboursement c'est la porte d'entrée finalement au bloc opératoire. On peut témoigner que cela fonctionne, il y a des qualités que j'évoque, il y a également eu des défauts, des blocages sur le temps. On sait que la notion du temps est très importante en matière d'innovation. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt de tester quelque chose pendant 10 ans et puis au bout de 10 ans, cette innovation a probablement été remplacée par une autre. Enfin, le forfait innovation existe. Et je pense qu'il faut le citer, pour répondre à la question de M. Rosenbaum, c'est une des portes d'entrée possibles via la DGOS et la HAS, l'évaluation d'une innovation, pour peu qu'il y ait un minimum de science au départ qui permette de présenter cette innovation pour une évaluation avec évidemment une étude à la clé. Cher ami, Cédric Carbonel est le spécialiste de ces sujets-là. Oui. Il est là. Mais on ne va pas couper la parole à notre... Vous avez tout à fait raison. Le forfait innovation est une disposition qui est un des
une des dispositions, et on en a de nombreuses en France, qui vont permettre un accès précoce à l'innovation pour les patients français, en l'occurrence pour les actes et pour les dispositifs médicaux. Alors il y a eu plusieurs moutures du forfait innovation avec des premières expériences un petit peu compliquées, notamment sur les critères d'éligibilité à l'accès à ce forfait innovation. Là où on a du mal, et clairement on le dit, c'est le passage en droit commun. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de dispositions en amont d'un financement pérenne. Donc on a des forfaits innovation qui sont en cours, mais on a encore du mal entre le passage à l'expérimentation, le forfait innovation et les premiers financements qui sont réels et qui vont permettre d'accompagner une structure dans son évaluation clinique encadrée par la Haute Autorité de Santé, et le passage en droit commun. Donc là, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais on a en réalité peut-être un exemple de passage en droit commun en forfait innovation, et c'est vraiment ça sur lequel il faut qu'on arrive à travailler, c'est-à-dire transformer l'essai. Jacques Hubert, question, pardon, j'essaie de permettre la circulation de la parole. Là, si j'ai bien compris, la réévaluation des GHS se fait en fonction du coût dans certains hôpitaux de type, mais ça se fait sur l'hospitalisation. Là, je prendrai l'exemple de la robotique dans lequel je suis pas mal impliqué depuis longtemps et qui est caricatural parce qu'on a manifestement un coût très important au moment de l'hospitalisation du patient. En gros, on compte 2 000 € de supplément par rapport à la cellule de chirurgie classique. Tout à fait. Par contre, mais là maintenant, grâce aux au codage qui rend possible de différencier ce qui est fait en cellule classique et ce qui est fait en robotique au niveau français, les études de PMSI nationale ou d'autres études montrent que si on fait une étude sur 1 an, on se rend compte que le robot apporte des gros avantages, au moins dans notre spécialité. Moi, j'ai par exemple sur la néphrectomie partielle, qui est le traitement de référence du cancer du petite tumeur du rein, à 1 an, on a très nettement un avantage en faveur de la robotique avec beaucoup moins de réhospitalisation et de complications. Donc, si l'on prend en compte que l'hospitalisation initiale, c'est sûr que la robotique est complètement déficitaire. Mais pour la sécurité sociale, sur 1 an, on a des chiffres qui sont complètement différents. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez... C'est exactement ce type d'exemple qu'on voudrait déployer. C'est-à-dire que vous avez, vous, en tant que structure... Ça va être compliqué de... Ouais. Vous avez, vous, en tant que structure, la volonté de vous équiper sur cette robotisation. Comment on organise l'évaluation de ces technologies que vous avez fait pour, dans un objectif, et M. Zaccherini l'a dit, le déployer. C'est-à-dire que vous avez des centres pilotes qui décident et qui bénéficient d'un investissement pour de la robotisation et qui s'engagent à les évaluer, parce qu'à un moment donné, il faut savoir si ça fonctionne, au bout d'1 an, au bout de 2 ans. Qu'est-ce qu'on fait de ces évaluations et comment on la déploie dans le droit commun? C'est-à-dire qu'il y a eu des pilotes, il y a eu du financement, on a évalué, on a considéré que cette robotisation, encore une fois, techniquement, je ne me permettrai pas de me positionner, mais sur le principe, à partir du moment où l'évaluation a été réalisée, donc il faut du financement en amont, laisser les structures hospitalières évaluer et puis ensuite avoir la capacité de dire ça fonctionne, on déploie, ça ne fonctionne pas, on arrête. Et ça, c'est aussi difficile. Ça, c'est quelque chose... Attendez, pardon. Non, si on fait un dialogue trop direct, on aura du mal à faire... Il y a des intervenants à distance. Il y a Hubert de Salle qui a demandé la parole et puis Jean-Claude qui voudrait juste réagir. Mais en même temps, vous me donnez une idée. Comme le conseiller du ministre est en face, je crois qu'on pourrait peut-être, lorsque l'ANIS va commencer à fonctionner, organiser non pas une journée, mais un séminaire au moins de 2 ou 3 jours sur ces sujets-là, parce que les sujets sont tellement énormes. Il y a une connaissance technique que beaucoup ne partagent pas, malheureusement, et donc administrative. Et ce qui fait que pour bien comprendre tous ces mécanismes, il faut vraiment approfondir encore, je crois. Donc vous êtes cordialement invité pour animer et devenir patronne d'un séminaire à l'ANIS. D'accord ? Hubert de Salle, vous êtes en ligne. Dernière question pour Anouk Trancard.
Beaucoup, et je souscris entièrement à ce que vous venez de dire. En effet, c'est un sujet passionnant et je suis vraiment au regret de ne pas être parmi vous aujourd'hui. Donc, je me présente, je suis le vice-président de la Société française de neuroradiologie, parlant au niveau de l'interventionnel, qui a été cité à de nombreuses reprises et qui est particulièrement pertinent dans la thématique de cette session. Nous sommes à votre disposition pour participer aux travaux qui seront initiés par l'Agence nationale d'innovation en santé, auxquels on se sent très investi parce que puisque nous avons bénéficié d'une innovation de rupture avec la thrombectomie mécanique, qui est un effet extrêmement structurant sur les conséquences en termes d'accès équitable au niveau du territoire français. Et puis, nous sommes des garants en termes de sécurité et de la qualité du déploiement de ces innovations de rupture. Je voudrais juste poser une petite question à Madame Trancard du SNITEM, qui est absolument passionnant aussi, parce que dans le versant de l'utilisation des dispositifs médicaux, on voit souvent une évolution de l'utilisation de ces dispositifs médicaux comment fait-on pour modifier les seuils de patients auxquels sont indiqués ces dispositifs médicaux? En particulier, je parle de stent intracrânien. On voit qu'il existe parfois un transfert de technologie. Comment mettre en pratique cette modification, en tout cas prouver cette évolution des pratiques médicales en ayant recours aux dispositifs médicaux? Je vous remercie beaucoup. Les discussions sont passionnantes. Un sujet aussi passionnant qui nous tient à cœur, c'est les populations cibles et les révisions de populations cibles quand vous êtes entreprise et que vous parlez de thrombectomie mécanique. Un premier dossier, c'est une innovation de rupture et puis vous faites un calcul comme vous pouvez, épidémiologique avec des experts sur une population qui devrait bénéficier de cette technologie. C'est évalué par la Haute Autorité de Santé et un avis est rendu avec une population. La population, il y a un niveau d'incertitude qui est très élevé. C'est clair. Il y a des nouvelles données épidémiologiques qui peuvent être intégrées, il y a des nouvelles indications, puis il y a un besoin en santé qui peut évoluer par rapport à des nouvelles alternatives thérapeutiques. Et en réalité, cette population, elle est figée à un temps T et on a du mal à la faire évoluer. C'est un sujet aussi qu'on voudrait et qu'on porte au sein du SNITEM, c'est trouver des solutions pour faire réévaluer de manière plus précise et de manière plus importante dans le temps, ne pas attendre un renouvellement de dispositifs à 3 ou 5 ans, mais qu'il y ait encore une fois un dynamisme et une réévaluation plus rapprochée, surtout quand ce sont des innovations de rupture et qu'il y a une énorme incertitude sur ces populations cibles. Vous me permettez de faire une suggestion parce que vous avez dit quand les entreprises sont amenées à éventuellement élargir les populations. En fait, l'élargissement des indications vient des professionnels, des collègues qui pensent que cet outil pourrait être parfaitement adapté à une indication qui n'est pas inclue dans la population cible tel que vous l'avez défini. Je parlais effectivement de la thrombectomie mécanique avec donc du coup des entreprises qui ont eux déposé leur dossier d'inscription pour un dispositif médical donné. Effectivement, vous avez tout à fait raison. L'évaluation des actes, donc dans la main des professionnels de santé, a exactement la même problématique. Parce qu'il y a cet effet de glissement sur l'élargissement des indications. On trouve que finalement, cette innovation a peut-être une extension possible dans des cas qui n'étaient pas envisagés initialement. Je peux faire une petite remarque de 2 secondes? Ah oui, avec plaisir. Micro d'abord, pour parler. Oui, enfin, aujourd'hui, c'est plus le problème. Jacques Caton, oui. Je pense que Jean-Louis Prudon va en parler, va le montrer. On n'est plus dans cette problématique aujourd'hui. Avec le nouveau marquage CE dans le cadre du MDR, c'est plus comme ça que ça va se passer. Parce qu'un produit, même financé, etc., il faudra d'abord que ça soit marqué CE pour l'utiliser. Et la difficulté pour le marquage CE de l'innovation, on la connaît. Il y a presque une impossibilité de faire marquer CE de nouveaux produits très innovants. Donc, je pense qu'il va falloir revoir la réflexion à la lumière du nouveau MDR. Enfin, à mon avis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Alors, c'est encore un sujet qu'on porte sur le volet réglementaire. Là, j'ai volontairement
garder ma présentation sur le financement et l'accès au marché, sans parler de ce sujet de nouvelles réglementations et de marquage CE, comporte aussi, je vous invite à reprendre nos positions qui ont été publiées, notamment nos 11 propositions autour du dispositif médical. Et c'est un sujet qui est majeur et qui, notamment sur le nombre d'organismes notifiés qui vont permettre aux entreprises de se mettre en conformité aux nouveaux règlements et dans un temps qui est extrêmement restreint. Donc ça, ce sont des sujets bien évidemment qui sont majeurs, qui sont purement réglementaires. Je pense que M. Caton est en train de poser la question à laquelle il va répondre tout à l'heure dans sa communication. Donc, il pourra nous informer. Merci. Il faut je te remercie. Qu'on avance et on va reprendre la maîtrise de l'horloge parce qu'autrement on sera dépassé. Sachant qu'il y aura d'autres réunions sur le sujet et qu'on les ciblera beaucoup mieux